Bon, là je sais que je vais pas mettre tout le monde d'accord dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Il y a mon top 5 MCU qui est sorti il y a quelques jours sur la chaîne. Et bien évidemment, je voulais vous sortir mon flop 6 cette fois du MCU, avec donc les 6 films que j'ai le moins aimé depuis le début du MCU en gros. Pourquoi flop 6 et pas flop 5? C'est que vous allez voir, il y a un film dont je veux parler, donc tout simplement j'ai mis un flop 6 cette fois. En tous les cas, je pense que cette vidéo sera peut-être un peu moins longue parce que c'est des projets que j'ai mis en dernier, parce que c'est aussi les projets qui sont selon moi les plus oubliables. J'ai pas énormément de choses à dire. Il y en a beaucoup qui vont penser qu'ils sont foncièrement mauvais et il y en a d'autres qui vont forcément pas être d'accord avec moi. Je pense à deux, trois projets là-dedans où vous allez vraiment pas comprendre pourquoi. Donc je rappelle évidemment que je dise n'est pas la vérité universelle, évidemment que c'est juste ma sensibilité, que c'est mon flop. Ça veut pas dire que c'est les pires projets objectivement parlant, mais c'est ceux auxquels je n'ai pas accroché. Donc n'hésitez pas vous à m'émettre votre flop 6 en commentaire. Quels sont les projets MCU que vous avez le plus détesté, on va dire, dans le MCU. Et nous c'est parti, on se charge de parler de tout ça. En 6ème position, j'ai mis Spider-Man Homecoming. Alors oui, ça va peut-être en étonner beaucoup parce que vous le savez, je suis un grand fan de Spidey, mais c'est vraiment un film que j'ai pas du tout apprécié et c'est d'ailleurs le film Spider-Man que je revois le moins souvent. Moi, je revois souvent les films Spider-Man, Sam Raimi, Mark Webb, même No Way Home, hein, je le revois un petit peu souvent, ça me procure un petit quelque chose en tant que fan, on va pas se le cacher, mais Spider-Man Homecoming, c'est vrai que bon, quand il est sorti, j'étais assez déçu. Alors avec le recul, j'arrive plus à l'apprécier. Parce que je me dis, en fait, ce premier film était le tout début d'un développement de personnage, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où Homecoming sort, on sort à côté de 5 films épiques Spider-Man, avec un vrai Spider-Man qui se balance en building, qui a des vrais enjeux avec notamment la mort de Gwen, la mort de l'oncle Ben, sauver le monde, etc. Et là, on se retrouve avec un Spider-Man qui est certes très comics accurate, voilà, Peter Parker, le lycée, le fait qu'il soit un peu niais, etc. Franchement, aucun souci là-dessus, mais avec des enjeux qui sont bien inférieurs, et moi je trouve ce film bien moins intéressant que à peu près tous les films Spider-Man qui sont sortis. Comme j'ai dit, avec le recul j'apprécie un peu plus, mais sur le moment par exemple le fait de voir que Spider-Man a un costume entièrement Stark et que en fait il a quasiment plus rien à faire, il a des modes qui s'activent automatiquement, que ses lance-toiles font des choses sans que lui fasse une autre chose au niveau du geste, ou voilà, c'est des choses qui moi ne m'ont vraiment pas plu, et en plus j'ai eu un problème, il faut le dire, avec le méchant. Alors je sais, Michael Keaton est un acteur ultra apprécié, je sais du coup que le vautour est un méchant ultra apprécié dans le Sonyverse, on va dire. Mais vraiment, je l'ai pas trouvé convaincant, je trouve que c'est un des méchants les plus oubliables. Tout ce que je retiens vraiment dans ce film, c'est le moment où il est dans la voiture, où là effectivement, il commence à dire à Peter, écoute frérot, me cherche plus, j'ai compris que t'es Spider-Man, etc. Avec une certaine mise en scène, avec le feu rouge qui passe au vert et qui laisse apparaître sa face verte, l'air de dire bah oui c'est moi le vautour, etc. Donc cette scène-là, je l'ai adorée, pour le coup, vraiment. J'ai aussi adoré dans ce film tout le twist, en fait, où tu comprends que le méchant qu'on te vend depuis le début dans le film, c'est le père du love interest de Peter, avant bien évidemment que MJ se pointe. Mais après ça, c'est vrai que j'ai pas été très sensible. Je trouve que le climax est assez oubliable, je trouve aussi que ça manquait, on va dire, d'épique. On n'a toujours pas, d'ailleurs, même après 3 films, ce Spider-Man qui se balance en building, etc. J'adore le Spidey de Tom Holland, il n'y a aucun souci, mais mettez-vous, du coup, à la place de celui qui est fan de Spidey, qui a adoré, en globalité, les 5 premiers films qui sont sortis entre Mark Webb et Sam Raimi, et avoir ce Spider-Man ado, en fait, avec des enjeux qui sont des enjeux d'ado au final, qui sont certes très attachants, mais qui sont bien en dessous de ce qu'on nous a proposé auparavant. D'ailleurs, même avec No Way Home, je suis toujours pas aussi fan de Tante May. Je comprends pas pourquoi ils nous ont mis une Tante May comme ça, vraiment. Alors c'était très certainement pour moderniser la chose, nous mettre encore une énième personne âgée dans le rôle, etc. C'est une adaptation qui se comprend, on va dire, mais j'ai vraiment pas aimé. Pour moi, Tante May, c'est vraiment la vieille dame qui est toute gentille et qui galère à boucler les fins de mois, qui a des retards de loyer. Pour moi, c'est ça Tante May, et c'est vraiment pas ce que j'ai retrouvé dans le personnage de Tante May dans le MCU. Je veux dire, Tante May, elle est quoi? Je vous pose vraiment la question, qu'est-ce qu'elle est Tante May dans le MCU? Mis à part, j'en sais rien, peut-être une cougar ou une mille, faut appeler ça comme vous voulez, mais qu'est-ce qu'elle fait, mis à part représenter cette sexualisation justement? Franchement, je sais pas du tout. La première fois qu'on la voit, il me semble, elle est en train de draguer Tony Stark. Alors attention, ce film-là, et d'ailleurs tous les films dont je vais vous parler dans cette vidéo, n'ont pas que des points négatifs, hein. Mais le but, c'est quand même de vous dire pourquoi je ne les ai pas aimés, et donc forcément, il y aura un peu plus de négatifs que de positifs, contrairement au top,
où là il y avait beaucoup de positifs. Le flop 5, et c'est là où on va vraiment pas être d'accord je pense pour beaucoup, moi j'ai placé Moon Knight dedans parce que c'est le projet MCU qui m'a le plus déçu. Et c'est assez marrant parce que j'ai remarqué en fait au fil de mes critiques de Moon Knight, parce qu'on en a parlé chaque semaine etc, et pourtant ça commençait très bien, que en fait les personnes qui adoraient Moon Knight, et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, ce sont des personnes qui ne connaissaient absolument pas le personnage de base dans les comics. Et c'est très bien. Et tant mieux pour vous justement, ça montre encore une fois que c'est toujours mieux de découvrir les choses de manière inédite, ça je dis pas le contraire, mais quand bien même, j'ai remarqué que ceux qui connaissaient plus ou moins le personnage de Moon Knight, qu'ils aient lu les comics ou qui se sont intéressés comme moi au personnage de près, et bien en fait ils étaient assez déçus parce que Moon Knight dans les comics c'est mais alors vraiment pas ça. Ils n'ont pas adapté le personnage, ils l'ont presque inventé dans cette série pour moi. C'est-à-dire que, je le redis encore, mais je vous invite à aller voir la critique là aussi, on est sur la première série déconseillée au moins de 16 ans du MCU, on s'attendait à quelque chose de violent, et on était assez rassurés, puisque Moon Knight dans les comics, c'est un petit peu l'équivalent de Batman chez DC, mais en version plus gore, on va dire, plus violente, en fait. Vraiment, il casse des têtes, c'est incroyable. Et donc, on voit cette notif arriver, 16 et plus, on se dit, oh, génial, ils vont adapter le truc, on va avoir un truc de violent, psychologique et physique. Au final, bah non, déjà, il y a eu cette déception pour moi, c'est que à aucun moment tu n'es violent, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Ils ont fait aussi tout un speech pour la promo de la série en disant, nous avons travaillé avec des psychologues, etc., pour effectivement étudier le trouble de la personnalité, etc. Bah en fait, ça, tu le vois juste dans un épisode, le moment où tu apprends que, effectivement, Mark Spector a créé Stephen Grant pour se protéger, en fait, quand il était enfant. Ça, c'est un épisode qui était très intéressant, mais c'est trop inégal. Tu l'as vraiment que dans un épisode, et le reste, bah, voilà, t'es pas là. Et en plus, bah, c'est vrai que la série s'appelle Moon Knight, mais elle aurait dû s'appeler Stephen Grant, quoi, tu vois. Alors, c'est compréhensible qu'ils adaptent ça, dans le sens où dans les comics, le personnage phare de Moon Knight, c'est Mark Spector, et là, ils ont mis Stephen Grant, parce que, bah, en fait, c'est un personnage qui a beaucoup plus de défauts, et donc, bah, forcément, qui dit plus de défauts, dit beaucoup plus attachant, parce qu'on arrive beaucoup plus à s'identifier à lui, justement. Alors oui, pour moi, les costumes, par contre, de Moon Knight sont incroyables, ils font partie des meilleurs costumes depuis le tout départ du MCU, mais à côté, c'est vrai que niveau réel, ben ça vole pas très haut. Alors oui, on est en ère de pandémie et je vous invite à aller voir ma vidéo donc avec Jonathan qui a donc bossé sur les effets spéciaux de Moon Knight et aussi de Thor 4 qui nous explique un petit peu les dessous, les frustrations qu'il y a eu, les difficultés aussi que Marvel Studios impose aux artistes VFX si ça vous intéresse. Mais oui, on est tous d'accord pour dire que Moon Knight a des effets spéciaux qui sont vraiment pas ouf et du coup ben, ça gâche un petit peu la série puisque c'est un personnage qui est censé être épique. Autant tu fais des effets spéciaux qui sont merdiques, je sais pas, sur Miss Marvel par exemple, c'est un peu plus pardonnable parce que c'est une adolescente, elle a pas des enjeux qui sont insane, etc. Mais sur Moon Knight, tu vois, le héros charismatique en puissance qui est censé, voilà, même pas y parle, t'es censé avoir peur, etc. En termes de mise en scène, en termes de réal, ben ouais, ça manquait un petit peu d'effet waouh, quoi, je veux dire. Moon Knight, comme pas mal de séries Disney+, ça a bien commencé durant les 2 premiers épisodes, et ensuite ça a été un petit peu la décadence, on va dire, ça a été un petit peu inégal, et aussi certains manqués concernant les dieux égyptiens, on les voit de temps en temps, mais voilà, jamais transformés. C'était l'occasion de nous ramener toute une mythologie profonde. Pareil, vous allez voir que c'est grosso modo le gros point commun avec presque tous ces projets dans ce flop. C'est le méchant, franchement, méchant, mais zéro charismatique, qui soulève pas énormément d'enjeux selon moi. Alors oui, certes, bien interprété par Ethan Hawke, mais à côté, oubliable à souhait. Vous verrez que dans 2 ans, on se demandera qui était le méchant de Moon Knight. Et pareil, grosse déception pour moi concernant l'effet religieux de la série, puisque là aussi, ils nous avaient teasé durant la promo du projet que, en fait, bah, vu que Mark Spector est juif, ben vraiment ils avaient accentué sur le truc, il y aurait pour la première fois quelque chose de juif qui serait vraiment bien adapté dans le MCU. Il y a vraiment une scène qui dure 2 minutes je crois, autour du fait que Mark Spector soit juif, tu la vois de très loin, voilà, si je dois comparer ça à Miss Marvel, là oui, Miss Marvel c'était quelque chose qui introduisait très bien la religion musulmane, qui le présentait très bien, les coutumes, la mosquée, enfin plein de choses vraiment sur plein de points. Là Moon Knight, bah, t'as une scène dans un vieil épisode qui était bah, là aussi oubliable et moi je m'en rappelle surtout pour la déception que ça m'a procuré. Bref, je vous invite à aller voir les critiques si jamais vous voulez plus d'arguments, on en a parlé de manière très récente dans tous les cas, mais oui, Moon Knight c'est clairement mon flop 5 du MCU. On passe du coup au flop 4, et là vous allez trouver presque que je l'ai bien classé je pense, c'est tout simplement Thor 2. Alors Thor 2, j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'en fait je m'en rappelle pas énormément et pourtant j'ai vu le film il y a genre 1 mois au moment où je tourne cette vidéo. Alors faut savoir que Thor 2, ce qu'on lui reproche généralement, c'est le fait qu'il soit un peu plus dramatique que le reste, parce qu'on voilà, il y a tout le truc de l'éther, une espèce de dimension parallèle, les
des elfes noirs, etc. Donc c'est vraiment une ligne édito qui est vachement plus dramatique, plus sombre que le reste. Et le fait aussi que son méchant Malekith soit tout simplement déjà éclaté par rapport aux comics et ensuite éclaté tout court face à Thor. Hein, clairement là-dessus, je suis totalement d'accord. Alors l'aspect dramatique de Thor 2, c'est vraiment pas une chose qui m'a dérangé et au contraire, moi j'avais bien aimé. Je suis beaucoup plus team dark que team on rigole, etc. Mais quand bien même, c'est vrai que j'étais assez déçu de ce film, on va pas se le cacher. Sa relation avec Jane Foster, très cliché notamment, il y avait plus ce côté presque asgardien, où dans le premier film, introduisait toute la mythologie d'Asgard, où t'expliquais ça à Jane Foster et qu'elle regardait ça, mais tu sais, avec un air mais de passionné, elle était en train de rêver, elle buvait les paroles de Thor à ce moment-là, et il y a tellement de choses à expliquer, je sais pas pourquoi là ils ont pas continué vraiment à l'exploiter dans ce projet. Alors oui, Jane Foster va à Asgard, j'ai trouvé ça aussi que c'était un peu sous-exploité entre guillemets, je trouve ça dommage. Voilà, t'as une rêveuse qui est là dans cette immensité, dans ce truc dont on lui a parlé quand elle était gosse, qu'elle pensait il y a genre 1 an que ça n'existait pas, et là elle se retrouve dans l'espace et tout. Mais en fait, il n'y a pas plus de choses qui se dégagent que ça, il n'y a pas de scène marquante, je trouve, dans ce fameux Thor 2. Ce que j'aime par contre à côté de ça, c'est que on a toujours un Thor qui est badass, on va dire, en tout cas qui est sérieux. Une chose que j'aime, mais à côté j'aime aussi Thor Ragnarok, donc les deux en fait me vont, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, ou presque, on va en parler. Et voilà, le gros défaut du film, ça reste quand même les elfes noirs, ça reste quand même Malekith. Pour avoir lu 2-3 comics, on va dire, où Malekith est présent, c'est vrai que Malekith, il est vachement tourné presque en mode Loki dans les comics. Il est très malin, il est très incisif, il en a rien à faire de tout, il a une confiance en lui qui est assez insane justement. Et là, c'est vrai que on te propose un truc, mais tu te dis, waouh, mais what the fuck, c'est quoi ça? Vraiment oubliable de ouf. Et pareil, le climax de Thor 2, pour le coup, tout ce dont je me rappelle, c'est une espèce d'énorme bouillie d'effets spéciaux, on va dire. Et mis à part ça, il n'y avait rien de très intéressant. Le flop 3, et là, ça m'a fait mal. Je pensais pas qu'un projet aussi récent dans le MCU pouvait atterrir en flop 3 du MCU depuis 2008. C'est tout simplement Thor Love and Thunder. Alors là aussi il y a ma critique qui est dispo sur la chaîne, je vous invite vivement à aller la voir si vous avez apprécié le film et que vous ne comprenez pas mon avis, puisque en fait je fais pas partie de la team qui est vraiment surpris que Thor 4 soit un film humoristique si vous voulez. Évidemment c'est réalisé par Taika Waititi, on savait que ça allait être dans la lignée de Thor Ragnarok et on savait très probablement que ça allait être encore plus abusé en fait que Thor Ragnarok justement. Et Thor Ragnarok avait cet effet, je trouve, au moins il avait l'intention de surprendre le spectateur avec ses éléments humoristiques. C'est-à-dire qu'au moment où Thor Ragnarok est sorti déjà, on avait beaucoup plus, pour la plupart en tout cas, des projets qui étaient très terre à terre et dramatiques. Iron Man, Captain America, Avengers 2, bref, des projets qui étaient là en fait pour t'accrocher à la réalité de la chose et te dire ok, ce qui se passe dans le MCU, ça pourrait aussi se passer dans la réalité. Là, Thor Ragnarok arrive et en fait te montre vraiment tout un univers presque que tu découvres dans le MCU, avec des scènes qui pour le coup moi j'ai trouvé marrantes. Alors oui, il y a des scènes qui volent pas très haut, on voit le Hulk de Hulk justement, etc. Mais c'était un côté qui allait bien au personnage parce qu'on était sur un Hulk presque qui était bestial, donc le fait de le mettre tout nu, au final tu t'en fous un petit peu et ça colle bien au personnage à ce moment-là. Là Thor 4 ils sont partis mais alors dans un délire, c'est-à-dire que autant j'ai aucun mal avec les films du MCU qui se prennent pas trop au sérieux, je pense aux Gardiens de la Galaxie, je pense aussi au Thor Ragnarok aussi, mais en fait il y a une question de fond et de forme qui se pose, c'est que selon moi les gardiens comme Thor Ragnarok ont une forme qui est on va dire humoristique pour la plupart du temps, mais qui arrive par moments à se rattacher à des éléments qui sont solides et dramatiques. Là où Thor Ragnarok, en fait le seul élément solide et dramatique que t'as, c'est Gore, qui est pour le coup mais insane en termes d'interprétation par Christian Bale. Voilà, bon, il est un petit peu survolé par rapport aux comics, on introduit 2-3 trucs de son histoire originale, etc. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Donc Gore n'a pas été selon moi une déception dans ce film. Mais le problème c'est que tout tourne autour de Gore, et qu'en fait, quand tu te concentres ensuite sur les Asgardiens, que ce soit Valkyrie, Korg, Thor, n'importe qui là-bas, t'es toujours en train de rire, t'as toujours des trucs voilà, qui te font penser que c'est tous des adolescents, alors qu'ils ont traversé des épreuves qui sont quand même insane, et ça aurait dû les faire grandir. Là, comme j'ai dit dans ma critique, Thor Love and Thunder, en fait, c'est un retour au développement de Thor Ragnarok. Donc en fait, t'avances vraiment pas dans le MCU, c'est-à-dire qu'entre temps, t'as quand même eu un Thor qui était dépressif, tu sentais que peut-être il allait évoluer, tu sentais qu'il allait se reconstruire, qu'il allait peut-être prendre ses responsabilités en main, qu'il allait dire à Valkyrie, maintenant je reviens à New Asgard pour
gouverner entre guillemets, pour en tout cas on va dire essayer de développer le peuple sur Terre, de faire des choses etc. de la manière d'Odin, je sais pas. Et en fait non, pas du tout, c'est-à-dire que Valkyrie, son siège même, est totalement on va dire survolé. Thor n'en a rien à faire de New Asgard, pour la preuve c'est qu'à un moment il décolle, il pense même pas au fait qu'il est en train de détruire le toit d'une maison, enfin des trucs qui sont débiles comme ça. Il a zéro sens des responsabilités et en fait c'est clairement un retour à Thor Ragnarok où on est sur un Thor en fait qui est lolilol etc. Sauf que dans Thor Ragnarok il y avait tout un délire de famille, ce qui fait que des fois pour protéger Asgard, là t'avais un Thor vraiment qui voulait empêcher Hela de défoncer Asgard. T'avais vraiment quelque chose autour des responsabilités, du rôle de Thor dans la mythologie. Là tu n'as plus rien concernant la mythologie asgardienne et voilà, Thor a vraiment été, malgré sa mise en scène qui parfois est vraiment super bien réalisée, il y a certains plans qui sont très beaux dans Thor 4, malgré le fait que Christian Bale interprète à merveille ce méchant, malgré des musiques qui sont totalement dans ce que je pourrais écouter dans ma playlist, Thor c'est un film qui m'a déçu, parce que c'est vraiment pas ce genre de film dont j'ai envie de parler en fait à ce moment-là du MCU. J'ai pas envie de voir un truc ultra centré sur l'humour. Pour vous dire, c'est que je trouvais même les Gardiens 2 presque trop humoristique à l'époque, et je pense qu'à l'heure actuelle, si les Gardiens 2 sortaient, je serais presque content parce qu'on a eu Thor 4 avant, qui lui est un petit peu lolilol quoi. Bien qu'on retienne un truc parce que j'arrive pas tellement à m'exprimer là-dessus, je sais pas pourquoi. Ce que je reproche au film, c'est pas le fait d'être drôle, c'est le fait d'avoir un mauvais équilibre entre drôle et drama. C'est-à-dire qu'à côté, si t'avais des enjeux dramatiques qui étaient en équivalence du côté drôle qu'il nous propose, il y aurait aucun souci. Bon, pour être honnête, le fait que Jane Foster ait un cancer, oui, c'était très cool parce que ça vient des comics et j'étais content de le voir. Avec du recul, c'est un truc qui a été ultra survolé et tu pouvais mettre beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus en tout cas d'effets dramatiques là-dedans. Là, la seule scène dont tu te rappelles, c'est qu'elle est à l'hôpital à la fin et après elle revient. Et ensuite elle part parce qu'elle est morte, après elle revient, voilà. Vraiment c'est ça en plus. Mon flop 2 du MCU, c'est bien évidemment Ant-Man et la Guêpe. Alors j'avais bien aimé le premier Ant-Man, c'était pas non plus le film qui cassait le MCU etc. Mais c'était un bon mélange entre on va dire nouveauté, drama et aussi un petit peu humour. C'était un film qui se laissait regarder, qui était très divertissant avec un Paul Rudd qui faisait plutôt bien l'exercice du mec attachant, drôle à la fois et on va dire sans trop de responsabilité pour un mec de 40 ans avec une fille on va dire. Mais j'avais pas du tout apprécié Ant-Man 2 parce que Ant-Man 2, parce que la Guêpe, personnage que je déteste dans le MCU vraiment, ils lui ont donné un traitement que voilà que je trouve horrible hein, pour être honnête, c'est-à-dire que elle a pas de développement plus que ça, mis à part le fait que elle est en froid avec son père, que ça va pas trop, et le fait qu'elle a une relation un petit peu ambiguë avec Scott Lang, mais mis à part ça en fait, y a rien concernant son personnage, et en plus c'est vrai que grosse déception concernant Ghost, qui est probablement peut-être un personnage que l'on reverra dans le projet Thunderbolt qui a été annoncé, personnage qui pour le coup aurait pu être très attachant, beaucoup plus présenté d'ailleurs comme un anti-héros ici, mais qui en fait est survolé, c'est-à-dire que très cliché déjà, en termes de puissance d'enjeu, il y a mieux, j'ai envie de dire. C'est vrai que même si selon moi le costume est plutôt propre, assez comics accurate, là-dessus ça fait un petit peu le traitement de Taskmaster on va dire dans Black Widow, c'est-à-dire que tu sens qu'ils n'ont pas développé le personnage à 300% pour pouvoir continuer son développement dans un autre projet. Pareil, j'ai pas énormément d'attache envers Hank Pym. Hank Pym dans les comics c'est vraiment considéré comme un génie quoi, je veux dire c'est Tony Stark puissance 1000, il arrive vraiment à te dire ok moi je peux faire des trucs de dingue avec mon cerveau. Et là Hank Pym il est juste vu un petit peu comme un espèce de vieux retraité, un ancien héros déchu qui a perdu sa femme etc. Il y avait peut-être des choses un peu mieux à faire. Et là je vous parle de Hank Pym, mais c'est vraiment un problème que j'ai ressenti dès le premier film aussi. Et enfin le dernier projet, le flop 1, le film que je déteste le plus dans le MCU, c'est Iron Man 2. Et là Iron Man 2, écoutez, qu'est-ce que je peux dire, sachant que je m'en rappelle à peine, hein. Franchement pour être honnête, oui il y a des scènes qui sont cool, oui il y a du whiplash, il y a du développement concernant le fait qu'il ait la haine, parce que son père, tout ça, etc. C'était une chose assez certes cliché, mais qui fonctionnait bien. On avait l'arrivée aussi de Justin Hammer, qui voulait concevoir toute une armée pour le gouvernement américain. Ça aussi c'était quelque chose qui était ambitieux, qui pouvait apporter quelque chose et qui d'ailleurs pouvait mener entre guillemets à Civil War d'une certaine manière. Et après tout a été, je sais pas comment c'est parti en fait, c'est à dire que Iron Man 2, mais c'est devenu n'importe quoi en fait. Déjà je pense au climax qui est horrible, où en fait Iron Man et War Machine se battent juste face à une armée de drones. C'était pas ouf, vraiment. S'il n'y a pas de grands méchants, ou voilà, tu sens en plus que Whiplash,
ok il est méchant, mais Iron Man en fait il peut l'exploser à n'importe quel moment s'il veut, vraiment. C'est-à-dire que ok des fois il a des difficultés, mais le plus souvent il a des difficultés parce que Whiplash le surprend à un moment où il s'y attend pas, mais mis à part ça tu prends Whiplash tout seul sans drone, ben il se fait défoncer. C'est exactement ce qui est arrivé à la fin d'Iron Man 2, vraiment. Je pense qu'aussi j'ai pas trop aimé ce film parce que c'est le premier film Iron Man où en gros il est vraiment en team-up avec War Machine et où du coup on développe un peu plus War Machine que Iron Man, dans le sens où avant on était beaucoup plus centré sur le pourquoi du comment Iron Man veut passer du mec milliardaire qui conçoit des armes au mec qui veut essayer de protéger le monde. Dans Iron Man 3 il y a vraiment tout un truc dramatique et intéressant sur son développement de personnage autour du fait qu'il soit toujours traumatisé des événements d'Avengers 2012 et que en fait il essaie de se reconstruire, qu'il essaie aussi de gérer sa vie de famille à côté, etc. avec cette espèce d'addiction, on va dire, de maîtriser sa peur en concevant plein d'armures, etc. Il y avait des choses intéressantes, et là dans Iron Man 2, c'est vrai que tout ça c'est un peu plus laissé de côté, t'abandonnes un peu plus le côté Tony Stark, on va dire, t'es beaucoup plus sur Iron Man, l'armure, et à côté de ça, t'as beaucoup plus de temps d'écran qui est apporté envers War Machine, le gouvernement américain, les enjeux, voilà, au sein du gouvernement américain qui sont pas très originaux là aussi pour le coup. Donc c'est pas vraiment des films, je vais pas vous le cacher, que j'ai apprécié. Donc voilà, vous avez ma liste de flop 6. Je sais pas si vous êtes d'accord avec certains projets ou pas. N'oubliez pas, c'est mon flop 6, hein. N'allez pas râler en mode ouais mais t'es un fou, t'as mis Thor 4 en flop alors que moi je l'ai adoré. Voilà, c'est subjectif, j'ai détesté Thor 4, vous le savez. Je tiens à redire aussi que voilà, maintenant vous avez mon top et mon flop, et que si vous voulez la suite du classement des films du MCU, je pense que très prochainement, au moment où vous regardez cette vidéo, je ferai un stream sur Twitch et je vous annoncerai tout ça en temps et en heure. On fera une longue tier list des films du MCU où on parlera tous ensemble, on débattra tous ensemble. Ça sera un live qui sera assez long je pense, parce que bah effectivement il y a quand même pas mal de projets maintenant dans le MCU, et vu comment je parle pour 6 films, il y a moyen que je dise aussi beaucoup de choses pour la totalité. Je sais pas du coup s'il y aura forcément le replay sur YouTube, je sais pas voilà si je ferai ça. Le replay sera forcément sur Twitch, mais voilà, je tiendrai en temps et en heure au courant, ne vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à me faire savoir votre flop 6 en commentaire, allez voir le top 5 aussi qui est sorti il y a de ça maintenant quelques jours normalement. Le petit pouce bleu aussi, on vient me suivre aussi bah du coup sur Twitch pour ne pas manquer ce stream, mais aussi sur Twitter et Instagram. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.